Bonjour à toutes et à tous. Après une très intense phase de test en matière d'IA générative, les entreprises négocient peu à peu un virage crucial. Démocratiser l'usage de l'IA au sein des entreprises et également réussir le passage à l'échelle. Ce n'est pas rien parce qu'on parle quand même d'une technologie qui est certes ancienne, mais qui a connu une accélération absolument conséquente depuis novembre 2022. Les organisations souhaitent tirer des bénéfices de l'usage des technologies sans pour autant mettre en danger les données utilisées par les LLM pendant les phases d'entraînement bien sûr et surtout pendant leur utilisation. Et puis in fine, il s'agit encore et toujours de tirer tous les bénéfices possibles et tirer le ROI, comme on dit, du capital humain dépensé et bien sûr des investissements financiers consentis. Au cours de cette émission, nous répondrons notamment à deux questions. Comment garantir la sécurité des données utilisées par les modèles, par les LLM dont on parle habituellement, et comment assurer, bien sûr, la maîtrise des coûts. Et troisième question, bien sûr, comment s'assurer que ces technologies répondent bien aux usages et aux besoins des métiers. Pour répondre à ces questions, nous sommes ce matin avec trois invités, mais nous commencerons d'abord avec deux d'entre eux. Nous sommes avec Sophie Troisdorf. Sophie, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, Sophie, vous êtes Country Manager France d'Elastic. On parlera d'Elastic d'ici quelques instants. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes également avec Yazid Akadiri. Yazid, bonjour. Bonjour Thomas. Yazid, vous êtes principal solution architecte et nous serons rejoints dans quelques minutes par Antoine Chevalier, qui est directeur adjoint production métier, responsable data for Ops chez BPCE IT. Alors, je le disais, et c'était ma première question pour vous, Sophie, on va parler d'abord d'Elastic. Rappelez-nous qui est Elastic. Alors, Elastic, c'est la plateforme de Search AI. Donc, c'est l'expertise du search d'Elastic qui est boostée par les capacités de l'intelligence artificielle. On sert trois métiers aujourd'hui, le search, donc la recherche de données, l'observabilité, l'observation des systèmes d'information, et la cybersécurité, la sécurité de ces systèmes d'information. Donc, si je comprends mieux, aujourd'hui, votre but, c'est vraiment de permettre aux entreprises de trouver de l'information, de mieux naviguer dans les données de manière vraiment beaucoup plus efficace avec de l'IA. Exactement. Donc, notre mission, en fait, c'est de donner accès aux entreprises à l'ensemble de leurs données, structurées, non structurées, et ça à grande échelle, avec une pertinence et une relevance, comme on dit en anglais, la plus fine possible. Quelle est la maturité des entreprises aujourd'hui que vous rencontrez lorsque, justement, vous abordez le sujet de l'IA, notamment générative? Alors, la maturité, elle arrive. Les entreprises travaillent énormément à l'adoption de ces outils. L'idée, c'est que, évidemment, les entreprises sont séduites par l'IA. Maintenant, on passe de ce que vous disiez tout à l'heure, on passe de POC à comment passer à l'échelle. Et ça, c'est vraiment la question majeure. Comment est-ce qu'on passe à l'échelle et comment est-ce qu'on passe à l'échelle en respectant les données de l'entreprise, en respectant les données propriétaires de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment c'est leur gros enjeu aujourd'hui. Ensuite, ce que l'on voit aussi, et ça, on a fait une étude récemment avec Von Sonborn sur l'accessibilité des données, et en fait, on voit que c'est quand même encore la problématique des grandes entreprises. 73% nous disent avoir du mal à tirer le plein bénéfice de leurs données. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Soit c'est une étude qui date du printemps, donc c'est encore très récent. Ouais, c'est très très récent. 68% des salariés nous disent avoir du mal à accéder en temps et en heure à leurs données quand ils en ont besoin. Et 63% des entreprises nous disent ne pas réussir à prendre des décisions critiques par manque d'accès rapide à leurs données. Donc l'accès aux données reste quand même un sujet de fond et une vraie problématique. Quand on parle d'IA d'une manière générale et quand on parle de recherche et d'accès aux données, aujourd'hui, lorsque vous parlez avec les entreprises, dans les différents cas d'usage, j'écoute les différents DSI qui parlent, on parle de 30, 40, 50 cas d'usage. Est-ce que finalement le search, la recherche d'informations, la recherche de données, est-ce que c'est pas finalement le premier cas à vous écouter auquel l'entreprise devrait s'attaquer quand on essaye de mettre un peu de perspective dans tout ce qu'on voit aujourd'hui? Oui, parce que finalement, l'utilisation de l'IA pour l'IA, l'IA doit exploiter de l'information. Elle va de toute façon partir d'une information. Donc la problématique que nous, on cherche à résoudre, c'est redonner le contrôle de ces données aux entreprises et leur permettre d'exposer leurs données propriétaires rapidement, at scale, et en particulier donner accès au LLM, à ces données. L'une des réflexions qui apparaît aussi beaucoup aujourd'hui, c'est celle de l'architecture. Comment est-ce qu'on construit une architecture? Comment est-ce qu'on conçoit
une architecture qui soit en mesure d'intégrer de l'IA. Et je vais vous poser la même question. Quelle architecture faut-il pour s'assurer qu'on intègre correctement et qu'on puisse bien utiliser une solution comme la vôtre ? Alors déjà, nous, on est très respectueux de la propriété de la donnée et donc de l'exploitation de cette donnée, que ce soit sur des solutions qui tournent on-prem ou sur des solutions qui tournent dans du cloud privé ou du cloud public. On offrira exactement les mêmes niveaux de fonctionnalité parce qu'on comprend bien qu'il y a certains métiers et certaines entreprises. Pour vous donner une idée, on sert aujourd'hui 75% des entreprises du CAC 40, mais on sert également des entreprises du secteur public et on sert également des startups et on a plus de 45 entreprises de la French Tech qui sont sur les 140 qui sont clients d'Elastic. On sert, je vous ai dit, plus de 75% des entreprises du CAC 40. Donc, on sait bien que parmi ces entreprises, il y a des OIV, il y a des opérateurs de services essentiels, etc. Vous en tenez compte, bien sûr. Et donc, tout ça, on en prend compte et on leur offre exactement les mêmes fonctionnalités, que ce soit sur des déploiements on-prem ou que ce soit sur des déploiements dans le cloud public. Et donc, l'idée derrière, c'est que ces infrastructures, on puisse les déployer dans ces différents cas d'usage. Yazid, si tu veux en donner un petit peu plus de détails. Oui, effectivement, la question de l'architecture, c'est une très bonne question. Et c'est vrai que là-dessus, par rapport à Elastic, on est positionné sur ce problème depuis très longtemps, parce qu'on est utilisé depuis un certain moment, notamment sur les cas d'usage qu'a cité Sophie. Et donc, ce qui est très intéressant avec Elastic, c'est que finalement, pour adresser ces projets d'IA générative, il n'y a pas besoin de révolutionner son architecture parce qu'on peut déjà bénéficier de tout l'arsenal technologique qu'embarque la plateforme. Donc, ça comprend notamment des connecteurs parce que la problématique de la donnée, c'est très important. C'est-à-dire que lorsqu'on veut utiliser ces IA génératives, le principe dans l'entreprise, c'est de pouvoir les faire travailler sur la donnée de l'entreprise. Et donc, la question principale, c'est comment est-ce que j'amène cette donnée au modèle, de façon sécurisée, de façon à garantir une certaine gouvernance. Et donc ça, c'est la vraie problématique. Mais l'avantage quelque part avec Elastic, c'est qu'on est déjà présent dans les entreprises, on a déjà de la data, donc on peut très rapidement capitaliser sur cette data pour commencer à développer des cas d'usage. Après, pour les entreprises qui n'ont pas encore de l'Elastic, on propose des connecteurs pour aller chercher l'information là où elle se trouve, que ce soit dans des bases de données documentaires, que ce soit sur des services cloud, etc., pour pouvoir onboarder cette data dans Elastic. On a également un outil, un ETL qui est très utilisé, qui s'appelle Logstash, que je pense que la plupart de nos utilisateurs connaissent. On va redire un mot aussi. Exactement. Et pour les cas un peu particuliers, on a également la possibilité de passer par des API. Et ce qui est intéressant sur ce point, c'est que très récemment, on a justement utilisé l'IA générative pour faciliter l'onboarding des données opérationnelles via une fonctionnalité qu'on appelle Automatic Import. Et donc, c'est utiliser en fait ces modèles à partir de données d'échantillons, les faire générer en fait tous les assets, donc toute la configuration nécessaire pour derrière onboarder cette donnée à l'échelle. Quel travail les organisations doivent-elles mener au préalable, et je reste toujours sur la partie de l'architecture, pour rentrer dans le cadre de ce que vous décrivez, Yazid. C'est-à-dire que on a des entreprises qui ont, ce que vous disiez Sophie aussi, on a des données structurées, non structurées, sur du cloud public, privé. Quel type de conseils vous donnez aux organisations ? Alors, encore une fois, on en parlera, donc on peut juste peut-être défricher pour cette partie-là, mais quel type de conseils vous donnez aux entreprises qui veulent s'appuyer sur votre solution ? Je ne parle pas de vos clients, ceux qui connaissent, mais ceux qui veulent bénéficier de la puissance du cloud, qui veulent optimiser leur recherche documentaire, disons, sur des CRM ou dans des bases de données autres. Quels conseils vous leur donnez justement pour s'assurer que la solution que vous leur proposez rentre bien dans les cadres qu'ils ont déjà définis, parce qu'on peut pas avoir votre solution qui va accéder à n'importe quelle donnée, ce que vous disiez, il y a des données critiques, tout le monde n'a pas à avoir accès, il faut pas en connaître. Comment est-ce que vous naviguez dans ce maquis de données, et quels conseils vous donnez aux entreprises justement pour qu'elles soient en mesure de l'utiliser, votre solution, sans prendre de risques pour la qualité et surtout la sécurité de leurs données? En fait, je pense que ce qui est très important, et Sophie en reparlera tout à l'heure, c'est avant toute chose, ce qui va décider de la donnée, c'est le cas d'usage. Je pense qu'à partir du moment où on sait exactement quel cas d'usage on veut utiliser, ce qu'on veut mettre en place, en fait, comment est-ce qu'on veut utiliser l'IA générative, à partir de là, on définit en fait les données qu'on a besoin en fait d'utiliser pour implémenter ce use case. Et donc, une fois qu'on a ce périmètre assez clair qui est défini,
La question d'après, c'est comment est-ce qu'on onboard ces données dans notre solution. Et donc là, on va rentrer dans les problématiques plus concrètes, à savoir, est-ce que j'ai des connecteurs, comment est-ce que je le fais. Mais je pense que ce qui est très important, et c'est ce qu'on a vu, la première année, il y a eu beaucoup de tests, de POC, etc., ce qui est très très bien. Mais très souvent, lorsqu'on n'a pas identifié en fait le use case, forcément, on ne sait pas quelles données on va onboarder. On peut onboarder de la donnée et finalement se rendre compte que c'est pas très pertinent, l'utilisation n'est pas intéressante. Et donc, ça doit partir de là. J'aimerais qu'on dise un mot, Sophie, sur les usages et sur l'utilisation de l'IA en entreprise. D'ailleurs, c'est marrant parce que chaque fois que j'ai pu en parler avec les organisations, elles me disaient assez souvent « Non, mais attendez, c'est pas quelque chose de nouveau, on faisait du machine learning. » Alors, j'imagine que vos clients vous disent à peu près la même chose, sauf qu'en IA générative, c'est un tout petit peu différent quand même, parce qu'on est sur, je le disais en introduction, depuis 2022, les choses se sont accélérées, on parle quand même de LLM, on parle quand même de sécurité des données, ainsi de suite. Dans ce contexte-là, et encore une fois, je reste un peu lié à la question que je posais un peu plus tôt à Yazid, comment est-ce qu'on s'assure que les métiers utilisent finalement bien l'IA et de manière efficace ? Mais je pense qu'on revient à chaque fois, on revient à la même question, c'est quelle problématique on souhaite résoudre, quel cas d'usage on souhaite adresser. Et finalement, on peut les classer de 3 types. Le premier, c'est l'enablement. Est-ce qu'on cherche à faire quelque chose qu'on ne savait pas faire auparavant ? Le deuxième, c'est l'expérience utilisateur, l'expérience client, suivant les populations auxquelles on s'adresse. Est-ce qu'on veut améliorer cette expérience client ? Et comment est-ce qu'on peut l'améliorer ? Et puis, le dernier, c'est l'efficacité. Quels sont les gains de productivité qu'on souhaite atteindre pour libérer des ressources et pouvoir faire plus avec un peu moins. Donc ça, c'est pour moi déjà les problématiques de base. C'est le point de démarrage de l'analyse des cas d'usage. Et ensuite, c'est évidemment, je reviens à ce que disait Yazid tout à l'heure, c'est quelles données on va devoir utiliser pour pouvoir atteindre ces cas d'usage. Et puis derrière, c'est aussi, parce que ce que disait Yazid est important, on a vu pendant cette dernière année beaucoup d'effervescence et beaucoup de POC, beaucoup d'initiatives. Mais finalement, comment est-ce qu'on gouverne tout ça quand on est à la taille d'une entreprise ? Vous prenez des très grands groupes, comment est-ce qu'ils vont pouvoir gérer cette effervescence qui est un petit peu partout ? Est-ce qu'on crée un job de Chief AI Officer ? Comme on en voit de plus en plus d'ailleurs. Oui, c'est une façon de faire, mais est-ce que ça respecte suffisamment cette créativité ou est-ce qu'on crée quelqu'un qui est plus là pour permettre l'effervescence et permettre cette créativité et lui donner de la capacité. Donc, est-ce qu'on est dans le contrôle ? Est-ce qu'on est dans l'enablement ? Bon, ça, je laisse la liberté à chaque entreprise de le gérer. Mais je pense qu'il faut se poser la question de laisser naître ces initiatives, parce que finalement, c'est chaque métier qui connaît vraiment ses problématiques et comment améliorer chacune de ces problématiques. Donc, voilà. Moi, mon petit point ici, c'est de dire, est-ce que c'est que du contrôle ? Non, je pense qu'il faut aussi donner de la liberté et donner les moyens de gérer cette liberté. Contrôle et liberté. D'ailleurs, si vous êtes en ligne, n'hésitez pas à poser des questions, vos remarques, partagez votre point de vue. Dites-nous, Sophie vient de le dire, on parlait de Chief AI Officer. Dites-nous si vous aussi, vous avez déployé dans votre entreprise, vous avez attribué ce rôle-là à quelqu'un. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Comment est-ce qu'on contrôle les coûts d'un projet pareil ? On sait qu'avec le cloud, on en parle encore aujourd'hui, on parle beaucoup de FinOps, on ne parle pas encore d'AI FinOps, mais j'imagine que ça va très vite arriver. Comment est-ce qu'on commence déjà sur un projet de cette nature à poser un cadre ? Comment est-ce qu'on s'assure que on ne dépasse pas l'enveloppe ? Parce que finalement, l'enveloppe de DSI, on sait qu'elle n'est pas infinie et qu'elle a parfois même tendance à réduire un tout petit peu. Oui, alors c'est vrai que le modèle des LLM est toujours un peu problématique parce qu'il y a cette fameuse idée du nombre de tokens qu'on va utiliser. L'approche qu'on a prise chez Elastic, c'est d'avoir une capacité d'exposer de la donnée qui soit déjà tellement précise, on va limiter le nombre d'interactions entre le LLM et la source de données. Et ça, je pense que Yazid pourra en parler de façon un petit peu plus pointue que moi. Mais c'est vraiment l'idée, c'est que le bénéfice d'une plateforme comme Elastic, c'est d'exposer de la donnée qui est déjà indexée, qui est déjà prête à être recherchée pour n'exposer qu'un résultat le plus précis possible. Voilà. Donc c'est la capacité qu'on met à disposition parce qu'on est une plateforme de search. Exactement. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Sophie, c'est que
maîtriser en fait les coûts de ce type de projet, nous ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a différents aspects, en fait, différents leviers sur lesquels on peut jouer pour maîtriser un peu ces coûts. Il y a la partie infrastructure. Donc ça, c'est très important. On va dire que aujourd'hui, pour utiliser des IA génératives, soit vous les faites tourner chez vous, d'accord, ce qui est quand même assez rare parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plutôt beaucoup s'appuyer sur des modèles qui sont hébergés dans le cloud. Et ensuite, il y a toute l'infrastructure amont que vous allez utiliser, que vous allez mettre en place pour alimenter ces modèles. Et donc là-dessus, par exemple, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est pour les utilisateurs qui sont déjà présents dans le cloud, c'est une approche un peu serverless où on va utiliser l'infrastructure et moduler son utilisation en fonction des tâches qui sont faites. D'accord ? Donc, on va pouvoir auto-scaler, réduire, etc. Ensuite, il y a la partie réseau. Donc ça, c'est très intéressant aussi parce que on a pas mal de communication et c'est là où ce que disait Sophie est important, c'est comment limiter ou en fait transmettre au modèle l'information la plus importante. Donc là, on revient à la problématique du search, tout simplement, via le pattern qu'on appelle le RAG. On va en reparler un peu tout à l'heure. Et enfin, il y a la partie des LLM. Donc, comment est-ce qu'on mesure et contrôle les coûts liés au LLM ? Et donc, ça demande un peu de visibilité. C'est-à-dire qu'il faut comprendre quel est le modèle économique derrière, quels sont les tokens qui sont envoyés, comment est-ce qu'ils sont utilisés, les services, etc. Et là-dessus, on va fournir aussi des outils pour justement permettre aux équipes de suivre de façon assez précise l'utilisation des LLM, notamment sur les plateformes Bedrock et Azure OpenAI. On a une question en ligne pour l'un d'entre vous, je pense, peut-être plus pour Sophie. Est-ce un risque de laisser trop d'initiatives dans tous les départements d'un grand groupe ? En gros, si je comprends bien, est-ce que c'est un risque de laisser absolument la liberté à tout le monde, donc de démocratiser à outrance, je dirais, l'utilisation de l'IA dans l'ensemble de l'entreprise ? Alors, est-ce que c'est un risque ? Oui, c'est toujours un risque. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a une collaboration importante à avoir entre les métiers et les DSI, où il faut que les DSI puissent donner accès à des outils. Mais en effet, il ne faut pas que ce soit de l'IT sauvage et de l'utilisation d'outils de façon sauvage. Mais le voir comme un risque, je trouve ça dommage et potentiellement réducteur. C'est plus se dire comment est-ce que je donne les moyens en tant que DSI, comment est-ce que je donne des moyens qui soient suffisamment contrôlés et conformes, entre guillemets, suivant la criticité des métiers qu'on va adresser, pour que mes métiers puissent jouer, puissent avoir des bacs à sable pour tester, des méthodologies, et donc plus les enabler, les mettre en capacité d'utiliser ces outils, et donc les accompagner. Plutôt que de se dire je les laisse faire tout ce qu'ils veulent n'importe comment est-ce que je mets au sein des organisations métiers, des équipes qui vont pouvoir avoir les bons niveaux de compétences pour les aider à adopter ces technologies. Parce qu'en effet, il faut un petit peu de formation. Formation et de contrôleurs. Merci pour cette question et n'hésitez pas à poser vos questions. Sophie, comment est-ce qu'on démontre le ROI de projets comme ceux dont on parle depuis ce matin ? Alors, le ROI, en effet, c'est une question qu'on pose régulièrement à nos clients. Et en fait, je pense régulièrement, j'imagine aussi. Ouais. Oui, mais c'est aussi nous, parce qu'on apprend aussi de nos clients, parce qu'on n'a pas toutes les clés de leurs investissements. Donc, en fait, il y a déjà une première question, c'est est-ce qu'on fait de l'IA vraiment parce qu'on s'est donné on revient au cas d'usage. Est-ce qu'on s'est donné un objectif et est-ce qu'on a bien identifié le cas d'usage que l'on veut servir? Et puis est-ce qu'on s'est posé la question de l'IA est la bonne technologie à utiliser pour ce cas d'usage? Parce que quelquefois la bonne IA c'est celle qu'on va pas utiliser. Mais bon, une fois qu'on s'est dit oui l'IA va répondre, déjà on a des objectifs et on sait quel type de service on veut donner. Donc ça peut être des gains de productivité, ça peut être une meilleure expérience client, comme je disais tout à l'heure, ou ça peut être un meilleur contrôle des coûts opérationnels. Ça peut être contrôler une meilleure efficacité d'un système, par exemple. Et donc là, c'est derrière arriver à contrôler quels sont ces bénéfices et comment se mesurent les bénéfices qu'on a identifiés et qu'on cherche à atteindre. Et donc oui, en effet, on peut mesurer ce ROI. Ensuite, c'est un ROI qui est... on utilise des nouvelles méthodes. On voit des choses qui sont un peu plus créatives qu'avant. Autre question. Et qui couple le qualitatif et le quantitatif. D'accord. J'ai une autre question pareille du public sur cette thématique. Auriez-vous des exemples de leviers pour la réduction des coûts lorsque l'infra
est on-prem, et on rebondit sur ce que vous disiez tout à l'heure, Yazid, on a du cloud d'un côté, et puis des gens qui préfèrent du on-prem. Je ne sais pas qui peut répondre. Non, je pense que lorsque l'infrastructure est on-prem, la problématique est un peu différente, mais finalement, les leviers vont être les mêmes. C'est-à-dire que ce qui va être très important, c'est déjà travailler sur le processus d'alimentation du modèle, du LLM. Je ne vais pas trop m'épancher sur la partie LLM parce qu'elle est assez spécifique, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on peut avoir pas mal de coûts, notamment la partie GPU, parce que très souvent, ça demande une puissance de calcul assez importante. Mais ce qui est intéressant avec l'approche qu'on peut avoir avec une plateforme comme Elastic, donc c'est-à-dire un peu de ce qu'on appelle le RAG, c'est que finalement, on peut partir sur des modèles qui sont assez petits, assez légers. Il y en a beaucoup maintenant, des modèles qui n'ont pas forcément des milliards de paramètres, mais qui sont très utiles parce que ils peuvent être alimentés avec de la donnée pertinente qui est propre dans le contexte de l'entreprise, et donc sont capables de générer de la réponse, de faire de la complétion, etc. Donc ça permet déjà d'optimiser pas mal les coûts d'infrastructure, puisque on évite de déployer des modèles qui ont besoin de quantité de GPU assez importante. Alors juste avant de parler du RAG, on a beaucoup de questions en ligne ce matin, j'en prends encore une. Qu'en est-il des PME qui n'ont pas une informatique sophistiquée? Quels conseils de base leur donner pour commencer à structurer l'usage? Alors, si elles ont la possibilité d'utiliser des services hébergés ailleurs comme des services cloud, je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure alternative pour démarrer assez rapidement. D'accord, ce qu'on appelle ce que les Anglais appellent le fail fast, c'est-à-dire pouvoir tester, itérer et commencer tout de suite à voir est-ce qu'il y a de la valeur ou pas dans les use cases qui ont été définis. Parce que c'est vrai que faire tourner ces modèles on-premise, ça demande quand même des moyens en termes d'infrastructure, mais aussi des moyens en termes de formation de people que forcément tout le monde n'a pas. Et ce qui est très intéressant avec ces approches, c'est de pouvoir partir sur le cloud pour tester assez rapidement. Et là, comme disait Sophie, en fait, ils ont la possibilité d'utiliser notre plateforme dans ces environnements-là. Une question sur le RAG. Oui. Quelle est votre approche en matière de RAG? Est-ce que vous pouvez redéfinir ce qu'est le RAG pour ceux qui nous regardent et Exactement. qui se posent la question rapidement, Yazid, parce qu'on a beaucoup de questions encore à voir, et en plus il y a les questions en ligne. Donc D'accord. allez-y. Je vais essayer d'être bref. Alors, le RAG, en fait, c'est un pattern d'architecture qui a émergé suite à l'apparition des LLM et qui va répondre à une problématique qui est très simple. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais pour utiliser ces LLM sur ma donnée, ma data, qui est souvent de la donnée privée? Parce que ces modèles ont été entraînés sur de la donnée publique. D'accord? Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour très rapidement, en limitant encore là une fois les coûts, être en capacité d'avoir quelque part un chat GPT sur mes données privées. Et donc, le pattern qui a émergé, c'est le RAG, c'est-à-dire ce qu'on appelle la génération augmentée par la recherche. C'est-à-dire que lorsque je vais poser une question, les éléments de réponse à cette question vont être apportés par une solution comme la nôtre, c'est-à-dire un moteur de recherche. Et donc là, on revient à l'importance clé de la recherche, la pertinence des informations. Et une fois qu'on a ces informations, on les passe en fait au modèle, donc via ce qu'on appelle un contexte, dans son contexte, et on lui demande de ne générer la réponse que sur la base des documents qui sont passés. Et ça permet de traiter notamment une problématique liée à ces modèles qui est les hallucinations. Le fait que ces modèles en fait sont capables c'est comme ça qu'ils ont été développés, donc ils vont en continu essayer de générer quelque chose sans forcément s'assurer de la véracité de ce qui est proposé. Et donc le RAG permet d'adresser cette problématique. On avait commencé à mentionner les cas d'usage. Est-ce que vous pouvez mentionner, Yazid, quelques cas d'usage que vous avez rencontrés ou sur lesquels vous avez discuté avec vos clients? Bien sûr. Alors, les cas d'usage aujourd'hui, comme disait Sophie, il y a, on va dire qu'il y a deux très grandes familles. Là, je grossis le trait pour simplifier. Il y a les cas d'usage autour de la donnée opérationnelle. D'accord? Ce que un des clients avec qui je discutais appelle AI for IT. D'accord? Donc, c'est les développeurs, les équipes métiers. Et là, on va tomber sur des use cases de comment est-ce qu'on peut, par exemple, bénéficier d'agents, d'assistants pour améliorer le quotidien de ces équipes-là. Et après, il y a tout ce qui est cas d'usage autour de la donnée plutôt métier. Donc, c'est amélioration de l'expérience, c'est proposer, par exemple, un chatbot qui va permettre aux équipes de trouver de l'information sur les procédures internes, les procédures RH, etc. Le support, on le voit beaucoup. Même nous, chez Elastic, on a développé un chatbot pour quelque part être le premier rideau de conversation avec les utilisateurs avant d'aller au support. Donc, ça, c'est des cas d'usage qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'il y a également des cas d'usage sur la sécurité de la donnée?
Alors, là, en fait, la sécurité de la donnée, elle fait partie du cycle de vie de ces types de projets. Et le RAG, en fait, de façon assez fondamentale, adresse quelque part ces problématiques de sécurité, mais pas que. Et ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est que si on revient à une solution comme la nôtre, où on est présent dans l'entreprise depuis plus de 10 ans, les problématiques de sécurité, on les adresse. C'est-à-dire qu'on a la possibilité vous avez parlé tout à l'heure du devoir le droit d'en connaître ou de limiter l'accès en fait à l'information. C'est des fonctionnalités qui sont présentes dans la solution. Et donc, c'est comment est-ce qu'on s'assure déjà que ce qu'on va transmettre au LLM est sécurisé. Donc là, on a des mécanismes, par exemple, d'anonymisation sur un de nos assistants qu'on intègre dans la solution qui permet aux utilisateurs de dire telle information, je n'ai pas envie qu'elle soit passée en clair au LLM et donc elle ne sort pas, elle n'est pas exploitable côté LLM. Ce qui est intéressant aussi avec le pattern du RAG, c'est que les données, et là ça dépend des fournisseurs, mais en général, les données qu'on va utiliser dans ce contexte-là, qu'on va passer au modèle, ne vont pas être utilisées pour réentraîner le modèle derrière. Ce qui est différent lorsque on utilise ces modèles d'une autre façon. Et après, il y a la sécurité de façon classique, puisque ça reste des technologies, ça reste des softs. Donc, il y a des vulnérabilités. Là-dessus, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a une solution de sécurité. Ça fait partie des cas d'usage qu'on adresse. Et on a notamment une équipe de chercheurs en cybersécurité qui ont publié récemment le top 10 en fait, des vulnérabilités qu'on peut avoir sur ces LLM et comment s'en prémunir. Donc, c'est fournir, par exemple, des règles de détection qui vont permettre d'identifier quelqu'un qui est en train d'essayer de faire ce qu'on appelle du prompt hijack, c'est-à-dire contourner les instructions du modèle pour lui faire générer n'importe quoi ou lui faire sortir de la data privée. Donc on travaille aussi sur ces aspects-là pour vraiment essayer de garantir de bout en bout, fournir en tout cas les outils aux entreprises pour qu'elles puissent aborder ces projets avec un volet sécurité assez important. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'une solution comme celle que vous proposez ? Alors, peut-être une question pour Sophie. Pourquoi est-ce que Elastic c'est pertinent pour les entreprises ? Alors, en fait, ce qui est, je vais essayer de répondre du point de vue technologique, c'est clairement la recherche, c'est-à-dire les fonctionnalités le moteur de recherche, tout simplement. On est passé, en tout cas chez Elastic, on a eu un peu, je pense comme tout le monde, lorsqu'il y a eu ce ChatGPT en 2022, il y a eu un moment un peu de réflexion et de se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut être pertinent là-dedans ? Et on s'est tout de suite rendu compte, en fait, à cause des limitations de ces modèles, que avoir une solution un moteur de recherche, c'est quelque part la solution, en fait, le compagnon idéal pour ces LLM. Et c'est clairement aujourd'hui l'aspect technologique clé de la plateforme. On a une expérience dans le domaine de la recherche qui n'est plus approuvée. Je pense qu'aujourd'hui, on est massivement déployé pour adresser ces cas d'usage-là en entreprise. Et donc, ça nous donne une certaine légitimité pour justement venir adresser ces cas d'usage d'IA générative. Et ensuite, on a enrichi ça avec des fonctionnalités. On parle aujourd'hui de base de données vectorielles, VectorDB, et Elasticsearch en est une. Mais pas que. Et c'est là que c'est très intéressant. C'est un moteur de recherche, mais qui sait également travailler sur ces cas d'usage pour proposer des fonctionnalités de recherche sémantique qui sont très importantes lorsqu'on fait des projets d'IA générative. On va être rejoint d'ici quelques instants par un de vos utilisateurs, mais avant cela, encore une question en ligne. Avez-vous des exemples de use case pour automatiser les processus IT ? Et j'ai bien aimé, Yazid, la différence que vous faisiez, qu'on commence à faire de plus en plus avec l'AI pour l'IT. Pour l'IT, donc, c'est-à-dire l'AI pour l'IT, par exemple, ce que l'IA utilisée par les développeurs, par exemple, pour coder, pour... Exactement, les copilotes. Superviser le code, les copilotes, ainsi de suite. Et l'AI pour les métiers. Il faudrait peut-être même trouver un nom. C'est peut-être une solution en devenir. Est-ce que vous avez des exemples d'AI, du coup, pour les métiers ? Pour les métiers, oui. Alors pour les métiers, des exemples assez précis, j'en ai donné un tout à l'heure, c'est un assistant pour le support, par exemple. Alors qu'est-ce que ça amène, ça ? En fait, ça permet déjà aux utilisateurs, lorsqu'ils ont des questions techniques ou sur l'utilisation d'une solution, d'avoir en fait un assistant, un chatbot avec lequel interagir. Et ce qui est intéressant, c'est que ce chatbot va répondre sur, bien sûr, la base de connaissances, donc tout le patrimoine qui a été accumulé par les ingénieurs support depuis des années. Et donc, il va déjà automatiser et faire un filtre de pas mal de questions
D'accord. Et donc, ça va décharger quelque part un peu les équipes support et leur permettre de se concentrer vraiment sur des problématiques, des thématiques assez pointues, assez précises. Et donc, ce qu'on commence à voir, c'est un gain de productivité et surtout une amélioration de l'expérience aussi bien pour les utilisateurs que pour les ingénieurs support derrière, in fine. On a des cas d'usage aussi chez les clients comme Cisco, qui ont mis en place en fait une plateforme de recherche couplée à l'IA générative avec Elasticsearch. Là, encore une fois, pour améliorer l'expérience utilisateur. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont construit une plateforme qui considère à l'état de l'art et qui va leur permettre en fait d'itérer demain sur d'autres use cases autour du search et de l'IA. Et je pense qu'il y a aussi d'autres use cases comme... Oui, on a un use case qui est très intéressant qui a été fait avec EY, qui, eux, s'appuient sur d'énormes bases documentaires et proposent à leurs propres clients d'utiliser nos outils pour aller justement utiliser des LLM et avoir des capacités de recherche documentaire beaucoup plus accélérées, bien plus grandes et une capacité de réponse beaucoup plus rapide qu'auparavant. Et surtout, un passage à l'échelle qui est sans commune mesure. Et ensuite, je reviens sur le volet RAG dont parlait Yazid et puis le volet hybride de notre plateforme de search. En fait, aujourd'hui, quand ils ont fait leur analyse, ils ont réalisé qu'en travaillant avec Elastic, ils avaient des résultats 3 fois plus rapides qu'avec les autres moteurs qu'ils ont testés. Alors, une dernière question, pas une dernière, on n'a pas fini, mais en tout cas, avant de donner la parole à Antoine, comment est-ce que vous accompagnez vos clients, Sophie, qui viennent vous voir, qui vous posent ces questions autour de la recherche, autour de la donnée, autour de la gouvernance, sécurité? C'est quand même beaucoup de sujets. Quel type d'accompagnement vous leur fournissez rapidement, Sophie? C'est assez pragmatique. On travaille avec eux. Alors, on travaille beaucoup sur des POC. Donc, on en parlait tout à l'heure, on a capacité à monter des cas d'usage en mode POC, mais on les accompagne également jusqu'au passage à l'échelle et ensuite sur l'optimisation des plateformes. Donc, c'est un volet, on va dire, de bout en bout et on a capacité à les accompagner de bout en bout. Bon, et on a une preuve vivante avec nous sur le plateau. On vient d'être rejoint par Antoine Chevalier. Antoine, je le disais tout à l'heure, vous êtes directeur adjoint production métier et responsable du Data for Ops chez BPCE IT, je crois que j'ai tout dit dans votre titre. C'est ça. Voilà. Bonjour à tous. J'ai rien oublié, merci d'être avec nous ce matin. On a parlé avec nos précédents invités qui sont toujours là d'ailleurs, qui ne sont pas partis, j'ai précédents, mais qui sont toujours là et qui partent pas, parce qu'il y aura encore des questions, notamment en ligne pour eux, j'en suis sûr, de RAG, de cas d'usage, et on va rentrer un peu plus dans le détail avec vous. Quels sont les cas d'usage, ou quel est le cas d'usage qui a fini par vous convaincre de matérialiser un passage à l'échelle en matière d'IA? Eh bien, en fait, chez BPCE, on avait cette volonté d'essayer d'aborder l'IA avec des use cases qui couvrent un maximum, le scope le plus complet possible. Pas avoir des équipes de pointe sur un sujet, même si ça ne nous empêche pas de le faire. Et donc, on avait un sujet qui était assez prégnant chez nous, autour de la qualité de service. Et donc, à ce titre, on a fait le choix de monter une offre de service qui s'appelle TEIA et qui visait à proposer une plateforme de log management pour l'ensemble de nos applications avec l'ambition de rassembler les logs applicatifs dans un endroit unique pour pouvoir faciliter le partage de la donnée et, dans un second temps, arriver après avec du machine learning pour détecter les anomalies et lever les alertes lorsqu'elles se produisent. Ce use case-là, en fait, ça a permis de couvrir un scope très important au sein de l'entreprise, naturellement, parce que BPCE, on a en responsabilité l'ensemble des applications du groupe BPCE au quotidien. Et donc, centraliser les données de cette manière, ça a eu tout de suite un impact assez fort pour l'entreprise. Comment un outil comme Elastic, justement, peut-être en rentrant dans le détail technique, vous a-t-il aidé à répondre à cette problématique, sachant que des logs, il y en a des quantités absolument phénoménales. Comment est-ce que Elastic vous a permis déjà de mettre de l'ordre dans ces logs que vous collectiez et surtout d'en extraire du sens? Alors, c'est une excellente question, vaste question même. Je dirais qu'il y a le premier aspect qui nous a fait choisir Elastic, donc c'est cette capacité de base de données non relationnelle, cette capacité à réaliser l'ingestion massive de logs divers et variés. Et en plus d'apporter une première stack de machine learning, des solutions de machine learning onboardées dans la solution qui nous permettaient de tirer du gain assez rapidement de la data qu'on rentrait au sein de la plateforme. Ça nous évitait de devoir d'abord rentrer les données et ensuite de devoir développer des jobs de machine learning avec des compétences qui étaient plus ou moins présentes au sein de l'entreprise. Donc on a bien aimé ce package-là.
Et voilà. Et ensuite, C'était en fait donc gérer beaucoup de données et surtout en extraire du sens, faire en sorte que toutes ces données-là puissent en faire quelque chose. Hein. Et ensuite, il y a la manière dont en fait Elastic propose de traiter la donnée et notamment de classifier la donnée avec ce qu'on appelle l'ECS. Oui. Je vais en parler éventuellement mieux que moi. Mais du coup, le fait d'avoir ce fil conducteur sur comment est-ce qu'on peut classifier la donnée quand elle arrive au sein de la plateforme, nous, ça a beaucoup résonné chez nous. On avait depuis longtemps cette problématique avec la volonté d'avoir la capacité de faire du suivi de bout en bout de transactions au sein de notre SI. Notre SI est complexe, c'est des applications qui sont souvent enchevêtrées les unes dans les autres, et donc pouvoir faire un suivi de bout en bout d'une transaction sur l'ensemble de notre stack applicative, ça avait énormément d'intérêt. Et donc le fait de parler une langue commune avec la mise en place d'un dictionnaire de données que nous avons basé sur l'ECS, on a éludé une partie qui ne nous servait pas forcément, on a ajouté ensuite des données plus métiers, enfin des champs plus métiers dont on avait besoin, et donc on s'est créé ce dictionnaire de données pour permettre l'ensemble de nos applications de parler la même langue et donc de pouvoir vraiment partager la donnée au sein de l'entreprise de manière très efficace. Et donc Elastic aussi a dû apprendre à parler la même langue, puisqu'on le disait. Donc déjà, vous avez fait ce travail en interne pour permettre aux différents métiers d'avoir finalement le même socle, le même référentiel. C'est un travail qu'il a été nécessaire de faire avec la solution Elastic, en fait. En fait, la solution fournit déjà le socle, quelque part. Donc, c'est le fameux schéma ECS dont parlait Antoine, qui permet, en fait, de normaliser toute l'information, toute la data, donc tous les logs, en fait, qu'on va ingérer dans la plateforme. Et ce qui est très intéressant avec ce schéma, c'est qu'il est évolutif. Et donc, ce qu'a réussi à faire BPCE-IT, c'est l'adapter justement à leurs contraintes en ajoutant des champs supplémentaires, ce qui n'a pas demandé d'évolution particulière, parce que c'est prévu en fait dans le Canva la façon de fonctionner de CS. Et donc, ça permet de l'adapter en fait au contexte utilisateur et aux besoins métiers. D'accord. Je m'attendais à ce que vous me disiez, non, et on a fait un vrai travail d'adaptation. En fait, non, tout était déjà. C'est prévu en fait dans le socle. Ouais. D'accord. J'aime bien poser des questions sur les projets qui ont raté, pour comprendre pourquoi ça a raté. Mais là, je vais vous poser une question différente. Pourquoi ça a réussi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bien ce projet, lorsque vous regardez un peu dans notre rétroviseur, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Antoine, ce qui a contribué à sa réussite? Alors, je pense que ce qui a contribué à la réussite de Teya, c'est que d'une part, on a pris le temps et le soin de mettre en place une plateforme robuste. Dans le quotidien des utilisateurs, qui ont tous beaucoup de travail dans l'entreprise, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Donc en fait, quand on arrive avec un nouveau service, s'il marche pas bien dès le début ou que la plateforme n'est pas robuste, bon, les gens ils font une première connexion, ils regardent un peu, ça marche pas, et les faire revenir une deuxième fois, ça va être très compliqué. Donc il faut être convaincant. Donc on a pris le temps de construire une plateforme robuste basée sur Elastic, et ensuite on a construit une offre de service qui était particulièrement bien pensé par rapport aux besoins des utilisateurs. On a essayé de répondre vraiment à leurs besoins, à leurs attentes. On a fait ça de manière à ce que les utilisateurs soient le plus autonomes possible. L'objectif, c'était que mes équipes ne soient pas goulot d'étranglement dans la manière dont la plateforme a été utilisée par les utilisateurs. Et donc, en packageant un peu tous nos services en as a service, en les rendant complètement autonomes, ça a permis une adoption rapide. Et ensuite, ce qui a été très important, je crois, c'est de pouvoir afficher un peu des résultats que j'appelle étendards, c'est-à-dire avoir des use cases très pertinents qui ressortent de la plateforme rapidement, et donc de pouvoir dire, regardez ce qu'on arrive à faire. Teya nous a permis de détecter tel type d'anomalie qu'avant on n'aurait jamais pu voir, et donc en fait ça a résonné au sein de l'entreprise, et ça a permis de convaincre l'ensemble des équipes de rejoindre la plateforme et de eux-mêmes faire ce type de monitoring. C'est intéressant ce que vient de dire Antoine, parce qu'on sort assez rapidement de la simple recherche d'informations pour tout de suite basculer sur l'intérêt métier, c'est-à-dire on a pu détecter une anomalie avant et éviter un effet sur le business. C'est aussi ça que vous proposez finalement, parce qu'on parle de recherche d'informations, mais on se rend compte que très rapidement avec les témoins, on sort de ça en fait. Oui, on sort de ça. Mais alors, je voudrais revenir sur un point que tu mentionnes, Antoine, qui est le passage à l'échelle. Et je pense que c'est quelque chose qui est très remarquable dans ce que vous avez fait. C'est comment est-ce que vous avez mis en œuvre le passage à l'échelle pour l'adoption. Et en particulier, est-ce que tu peux nous parler de la méthode de formation des équipes utilisatrices pour justement éviter le goulot d'étranglement? Ouais, tout à fait.
Donc on a mis en place un certain nombre d'outillages en as a service pour nos utilisateurs, et ensuite on s'est quand même rapidement rendu compte qu'il y avait un fort besoin de formation pour que les utilisateurs soient autonomes et perçoivent l'intérêt et savent utiliser la plateforme. Et donc, en fait, on a décidé de mettre en place un cursus de formation par nous-mêmes, qu'on a appelé le Tech Lab, pour Theia, Elastic, Kibana. Et en fait, on l'a rendu le plus accessible possible pour les utilisateurs, étant assez proche de l'opérationnel. Je sais ce que c'est que de recevoir des cursus de formation qui sont pas forcément adaptés au quotidien. Donc là, on a monté cette plateforme-là qui permet, via des vidéos, des QCM et des laboratoires de manipulation, d'apprendre à se servir de l'offre de service, de pouvoir le faire 10 minutes, passer à autre chose, y revenir et que ça soit qu'on reprenne exactement là où on s'est arrêté. On a vraiment beaucoup travaillé notre offre de service. Et ça a permis de faire monter en compétence rapidement les utilisateurs, parce que en plus le fait de manipuler directement un lab Kibana dans la fenêtre du Tech Lab, ça donne confiance aux gens et ça leur permet de percevoir l'intérêt. Ensuite, on a beaucoup gamifié cette initiative avec un système de ceinture. En fait, il y a des systèmes de niveaux qui sont mis en place au sein du Tech Lab. Et donc, en fait, en fonction du parcours qu'on a réalisé, on est ceinture jaune, ceinture bleue, etc. Et en fait, l'idée, c'est pas juste de donner un badge à quelqu'un et lui dire t'es ceinture jaune, c'est bien. Et encore que dans les équipes, en fait, ça peut dire toi t'es quel niveau et ça peut créer un peu une émulation sympa. Mais c'est qu'en fait, on a un peu appuyé là-dessus en donnant à nos utilisateurs ceinture jaune et ceinture bleue des droits supplémentaires sur la plateforme par rapport aux autres. Donc en fait, concrètement, dans le quotidien des équipes, quelqu'un qui est ceinture jaune, il va pouvoir faire plus que quelqu'un qui a rien fait, qui a pas suivi le Tech Lab, et pareil pour la ceinture bleue. Et en plus, on va pousser vraiment le modèle quand on vient sur nos interfaces as a service pour effectuer une action. L'utilisateur se voit dire malheureusement t'es ceinture jaune, il faut être ceinture bleue pour faire ça, mais tu peux demander à un tel dans ton équipe parce que eux ils sont ceinture bleue. Et en fait ça a plutôt donné envie aux gens de se former pour être autonomes, et puis voilà, cet aspect un peu gamification a beaucoup plu et a permis de vraiment beaucoup démocratiser l'usage de la plateforme au sein de BPC8T. Il nous reste quelques minutes. J'ai encore 2 questions pour vous, Antoine. Quels sont les KPI qui vous ont permis de quantifier justement votre succès? Alors, la question des KPI elle est toujours complexe. Nous, ce qu'on a, le choix qu'on a fait on était vraiment convaincus par la nécessité de mettre en œuvre du machine learning pour nous aider à mieux monitorer nos systèmes. Et donc, en fait, on s'est rapidement orienté sur quel est notre taux d'adoption. Et donc, on a lancé Theia et après, on a suivi de manière très fine le nombre d'applications qui envoyaient leur log dans la plateforme. On a des milliers d'applications au sein de BPC8T. Et donc, on a bien regardé est-ce que les applications arrivaient de plus en plus dans la plateforme et quelles étaient les équipes qui étaient les plus contributrices sur cet envoi de log. Ensuite, on a rapidement beaucoup suivi sur le nombre de jobs de machine learning déployés, parce que par définition, voilà, on savait qu'on apportait de la plus-value sur ce point-là aussi. Donc, il n'est pas juste question d'envoyer la data, mais c'est bien de l'exploiter derrière. Et donc, on a fait un suivi assez fin de nombre de jobs de machine learning déployés pour voir cette forte croissance arriver. Et on a suivi, de fait, après, le nombre d'alertes relevées par la plateforme. Et donc, en fait, voilà, on a vu une croissance assez exponentielle au fur et à mesure du temps. Et on a aussi beaucoup suivi le nombre d'utilisateurs formés et le nombre d'utilisateurs qui utilisent la plateforme au quotidien. Donc, en fait, voilà, on s'est vraiment focusé sur nos cas d'usage pour voir croître l'usage de la plateforme et donc faire le suivi de comment est-ce qu'on se déployait correctement. Alors, une dernière question sur l'acculturation. Vous avez déjà partiellement répondu avec l'effort de formation et les systèmes de ceinture. Comment est-ce que vous vous assurez qu'au quotidien, finalement, l'usage de l'IA reste bien diffus et continue? Parce qu'on peut avoir la tentation, on imagine, d'utiliser une solution pendant un certain temps. Finalement, c'est un gadget, c'est un jouet, ça va pas forcément m'aider au quotidien. Je vais reprendre les bonnes vieilles habitudes. C'est le logiciel que je connais, c'est les points de contrôle que je connais, ainsi de suite. Comment est-ce que vous assurez justement que cet usage de l'IA reste bien continu dans la durée et bien installé dans les habitudes? Alors, plusieurs choses. Déjà, on continue à mesurer l'adoption de la plateforme qui est toujours en croissance. Il faut voir que dans un groupe comme le nôtre, la taille des équipes, le nombre d'applications fait que malgré tous nos efforts et qu'on continue de mener, il y a toujours des clients entre guillemets à aller chercher. Et donc on continue à bien suivre ça.
Ensuite, on a toujours ces fameuses actions un peu étendards où on a parfois des use cases qui ressortent, enfin des alertes qui ressortent, où on a des remontées de nos utilisateurs en disant ça nous a sauvé la vie et on n'aurait jamais vraiment détecté l'incident sans ça, ou on aurait mis beaucoup de temps. Donc ça continue vraiment à diffuser au sein de l'entreprise, on continue à vraiment avoir cette émulation. Ensuite, on a aussi des communautés d'experts qui se sont un petit peu formés et qui d'eux-mêmes montrent des use cases spécifiques intéressants et qui le partagent au sein de l'entreprise. Et enfin, on s'arrête pas à notre offre de service actuelle, on continue de rajouter des fonctionnalités. Et on a parlé d'IA générative tout à l'heure, vous en avez parlé. On arrive avec des fonctionnalités d'IA générative qui seront également greffées à Teia. Et donc là, on ouvre un volet extrêmement intéressant qui est dans notre use case à l'échelle de sein de BPCE8, on a beaucoup regardé comment est-ce que l'IA pouvait nous aider à détecter des anomalies. Et maintenant, on va regarder comment est-ce que l'IA peut nous aider dans la résolution et l'analyse des incidents, en fait. Et donc, via ces fonctionnalités, on commence à ouvrir la boîte du robot advisoring, ce que j'appelle du robot advisoring. Est-ce que quand j'ai une ligne d'erreur dans ma log, je peux avoir un premier input qui dit ça c'est pas normal et la root cause ça peut venir de ça ou ça. Et en fait les résultats sont extrêmement intéressants et donc on va continuer dans cette voie-là avec des très grands succès, j'en suis sûr. Et voilà une prochaine fenêtre intéressante. J'espère qu'on aura l'occasion de vous accueillir sur ce plateau une fois de plus pour regarder ce que vous avez déployé avec plaisir. En la matière. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin et merci à vous d'avoir été avec nous. Si vous voulez bien sûr creuser sur cette thématique, les équipes d'Elastic se tiennent bien sûr à votre disposition. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.